Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je suis excellemment bien accompagné, notamment de Régis Godin, qui est prof à l'université UPJV, romancier, scénariste de bande dessinée. C'est ça ? Très bien. Anne-Claire Giraudet, illustratrice, dessinatrice, coloriste, intervenante auprès de nombreux publics. Bonjour. Bonjour. Et Marius Beaufre, médiateur du livre à l'association On a marché sur la bulle. Exactement. Donc dans cette vidéo, on va aborder le sujet de la bande dessinée au sein de l'éducation nationale. On va notamment diviser cette vidéo en 3 parties. En clair, élève-lecteur, ensuite élève en tant que praticien de la bande dessinée, et pour finir, l'auteur en milieu scolaire. Voilà. Mais avant de commencer, Marius, est-ce que tu pourrais pas nous faire une petite introduction sur quelle place a la bande dessinée au sein de l'éducation nationale ? C'est dans mes capacités. Alors, à l'heure actuelle, je pense qu'on peut dire qu'on progresse. On progresse sur la place de la bande dessinée dans l'éducation nationale et dans l'enseignement plus général. Cependant, parce qu'il y a toujours un cependant, c'est vrai que il y a déjà un truc qui explique que la bande dessinée soit pas encore un outil systématisé dans l'enseignement. C'est peut-être la mauvaise réputation qui lui colle à la peau depuis des années aussi. Voilà, on a quand même toujours cette idée malgré tout que la bande dessinée c'est les petits Mickey, c'est à destination de la jeunesse, et souvent c'est sûr que le petit Mickey en tant qu'outil pédagogique, ça va pas être ce qu'il y a de plus fantastique, mais c'est nier un petit peu la pluralité et la diversité du milieu de l'édition actuellement en bande dessinée. C'est pas la seule explication. Je pense que si on s'attache aussi au niveau de l'éducation nationale en elle-même, on a aussi, je pense, un problème aussi au niveau de la formation des enseignants. C'est-à-dire qu'il n'existe pas encore à l'heure actuelle de formation initiale et continue systématique pour les enseignants de tout niveau. Et je pense que là-dedans, il y a un point qui a été relevé par une étude qui a été faite par le SNE, donc le syndicat national des éditeurs, c'est une étude qui a été faite en 2020 sur un état des lieux sur la présence de la bande dessinée justement dans l'enseignement. Et cette étude met en avant le fait que justement, en fait, la large majorité des projets qui sont proposés dans le cadre de l'éducation nationale et qui mettent en scène, en avant la bande dessinée, sont des initiatives personnelles d'enseignants qui sont déjà passionnés et qui connaissent le sujet. Donc pour les autres, beaucoup moins, quoi. Et enfin, il y a un dernier point, je pense que c'est aussi la question budgétaire, en fait. Quand on veut faire un projet de bande dessinée avec des élèves et qu'on veut s'appuyer sur un bouquin en soi, déjà, ça coûte entre 20 et 30 balles dès qu'on va vouloir en acheter un. On a une classe, on a 30 élèves. Comment on fait pour acheter un bouquin pour chacun des élèves, quoi, simplement ? Merci beaucoup Marius. Donc en fait on se rend compte que la bande dessinée a un peu sa place quand même dans le monde de l'éducation nationale, mais qu'elle est apportée par les profs et par les fans, alors qu'on le sait, parce qu'on est là pour ça, que ça reste un super outil pédagogique. On va essayer de développer sous 2 axes, et du coup on va commencer par l'axe de la lecture. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur comment utiliser la bande dessinée en tant que livre à l'école ? Alors, je vais parler de ce que je connais, on pourrait compléter largement. Nous, ce qu'il en est de l'asso, donc on a marché sur la bulle, et particulièrement du département éducatif, c'est vrai qu'on propose plusieurs projets qui s'axent autour de la lecture. On a des projets qui sont des jurys littéraires, donc notamment le PRBD que tu animes, toi Axel, que tu portes. Et donc du coup, c'est vrai que ces projets-là vont cibler un public en particulier. Si je prends l'exemple du PRBD, voilà, c'est une sélection d'ouvrages qui va être à destination de lycéens qui sont généralement sur des filières technologiques, techniques, agricoles.
Donc c'est un public sans stigmatiser qui va être un peu plus en marge du système scolaire et qui du coup va être un peu moins dans la lecture. Et justement, nous, on a cet objectif principal quand on parle de lecture, c'est justement de réconcilier avec la lecture. Et là, l'outil bande dessinée, il est primordial, il est majeur là-dedans. Donc on agit sur ces publics-là, on agit aussi, il y a Timothée qui porte le prix des collégiens de la Somme, et là on va cibler un autre public, celui de la 4e, puisque la 4e c'est quand même une classe phare, enfin vraiment une classe bascule, où ça va être l'âge auquel les élèves vont généralement décrocher de la lecture. Donc là encore, on est là pour éviter ce décrochage, faire une proposition de force avec des bouquins bien sélectionnés, bien choisis, de sorte à les réconcilier avec ça aussi. On a aussi le prix des écoles. Le prix des écoles, là, c'est un peu différent parce qu'on a encore l'appétence pour la lecture de la part du public. Mais là, on va essayer de nourrir ce truc-là aussi, dans le sens où on va continuer de proposer de la lecture plaisir. Et il y a aussi, je terminerai aussi avec les rallyes bande dessinée que j'anime moi. Là, c'est encore une autre approche. Donc là, on vise à peu près tous les publics lycéens, mais on va travailler sur des thématiques précises, donc sur plein de sujets, ça peut partir dans tous les sens, dans plein de matières, et on va travailler en amont avec les enseignants pour essayer de trouver une autre approche sur un sujet donné, quoi. Voilà. Carrément, merci beaucoup. En fait, oui, ce qui est important, c'est que en fait, c'est quelque chose qu'on peut oublier si on n'est pas dans le monde de la bande dessinée, mais en fait, la bande dessinée, il y en a pour tous les âges. Du coup, ce qui nous permet de faire des jurys littéraires du CP jusqu'au lycée. Mais toi, Régis, en tant que prof à l'université, est-ce que tu utilises encore la bande dessinée ou quel apport peut avoir la bande dessinée sur ce que tu es formateur auprès des futurs enseignants ? Absolument. Alors, en tant que formateur de formateurs, j'ai bien entendu donc ce que tu as dit. Il faut bien comprendre que si on considère que la bande dessinée est le 9e art, il y en a 8 autres. Et qu'à un moment donné, on pourrait dire exactement la même chose sur le cinéma, sur d'autres formes artistiques, sur lesquelles nous n'avons pas le temps, malheureusement, de former les gens dessus. Nous avons des maquettes, nous avons des concours. Les concours ont leur maquette également. Une maquette, ce qu'on appelle une maquette, c'est les contenus des concours, des formations. Donc, nous, tout simplement, nous répondons à un cahier des charges, quel cahier des charges de l'Éducation nationale. Dans les programmes, on va trouver pourtant des possibilités d'intégrer la bande dessinée dans des processus créatifs, que ce soit en lettres, en littérature, ou bien que ce soit en art plastique, qui est ma discipline, mais c'est pas forcément toujours très explicite. Cette question du temps, effectivement, pose problème parce que les ministères actuellement sont aux prises avec des problèmes plus liés aux maths, en mathématiques et à la maîtrise de la langue. Ce qui fait qu'on voit des programmes qui se concentrent un petit peu sur ces objectifs-là, et moi, j'ai pas à me positionner par rapport à ça. Mais c'est vrai que pour des approches qui sont des approches alternatives, des approches sur des médiums comme celui de la bande dessinée, il y a de moins en moins de temps, de moins en moins de moyens et d'attention surtout, d'attention et de motivation. Ça, je suis tout à fait d'accord. Alors après, quand on arrive à l'université, la bande dessinée n'est pas forcément pour nous un moyen essentiel pour fabriquer nos cours, parce qu'on a quand même des étudiants qui sont aptes à lire des livres un petit peu sans images, voilà, on va dire. Et donc, je pense qu'effectivement, pour des publics plus jeunes, qui sont parfois en difficulté avec la lecture, parce que tous les jeunes ne vont pas non plus arriver à l'université, il y a une diversité au niveau des collèges notamment, où on a 100% de la population française, eh bien, on va se retrouver effectivement avec des jeunes qui sont en discrétion avec la lecture. De ce fait, il y a des formes de bande dessinée, des bandes dessinées qui pourraient aborder effectivement des thématiques liées en histoire, à l'histoire des sciences, d'autres choses qui seraient plus documentaires et qui permettraient certainement une approche plus vulgarisée en quelque sorte. Bien entendu, avec le temps, ça ne suffira pas, mais à un moment donné, on peut se poser la question de savoir, 10 ans après, ce qui va rester. S'il reste finalement des approches généralistes, des approches qui vont être un petit peu vulgarisées 10 ans après, c'est déjà pas mal. Et c'est peut-être là que la bande dessinée pourrait avoir un rôle à jouer dans les manuels, dans la médiation des contenus, par exemple. Et ça, j'y crois assez fortement. Merci beaucoup. Et Marius, tu parles de jury littéraire, tu parles de sélection d'ouvrages. Par exemple, si quelqu'un qui nous regarde a envie de créer ce genre de projet, est-ce que tu as quelques conseils pour construire une sélection ? Genre, est-ce qu'il y a des livres importants ? Est-ce qu'il faut... Comment tu constitues une sélection pour un projet ? En fait, tout va dépendre évidemment de la nature du projet. Tu dois
et évidemment prendre en compte le public avec lequel tu vas bosser, le niveau scolaire, l'âge, il y a plein d'éléments qui vont rentrer en compte. Mais c'est vrai qu'il y a une approche, nous dans les jurys, dans les prix qu'on va pouvoir mener, on a une approche semblable, c'est que par exemple dans tous les cas, on va essayer d'aller choper ce bouquin que nous en interne on appelle l'accroche lecteur. C'est le bouquin qui va être à la fois facile d'accès, à la fois séduisant sur le plan graphique, fluide, rythmé, et ça va être un bouquin, voilà, c'est celui vraiment où on va accrocher peut-être les moins lecteurs de notre public et essayer de mettre un premier pied à l'étrier avec ça. Et après, évidemment, il y a des choses qui reviennent tout le temps. Essayer de varier les registres, essayer de varier les genres, les maisons d'édition, les styles graphiques, les difficultés aussi les difficultés de lecture. Voilà, ce que ça va proposer, ce que ça va apporter, histoire de pouvoir aussi les faire upgrader vers un truc de plus en plus complexe, quoi. Grave. Et ce qui est trop cool, c'est que du coup, tu l'as dit, mais la bande dessinée, ça aborde tous les sujets, toutes les thématiques. On peut s'en servir de manière transdisciplinaire. On peut à la fois en parler en maths, en français, en sciences, en histoire et tout. Mais du coup, pourquoi, Régis, par exemple, la bande dessinée est un bon outil pédagogique ? Je pense que ça peut être un bon outil pédagogique parce qu'il rend accessible des contenus à des publics qui sont moins lecteurs, pas forcément un peu lecteurs. Il y a aussi toute une diversité donc dans les classes d'une manière générale. Il y a aussi des publics qui sont allophones, des publics qui ont des difficultés avec la lecture, et je pense que cette complémentarité entre l'image qui va être très présente et une quantité de texte qui va être moindre peut très bien être un outil pédagogique intéressant. Cela dit, l'outil pédagogique donc vu comme une bande dessinée, c'est pas non plus forcément le plus important. Le plus important aussi, il y a quand même des bandes dessinées dans les établissements scolaires, par exemple dans les CDI. Vous avez dans les centres de documentation et d'information des établissements scolaires des bacs à BD dans lesquels il va y avoir donc des ouvrages qui sont à disposition des élèves. Ils peuvent en général s'asseoir dans des chauffeuses, prendre une BD, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important aussi. Il n'y a pas que l'outil didactique qui est intéressant dans la bande dessinée, mais il y a aussi, comme ça a fort bien été dit, donc Marius juste avant, le plaisir lecture, la continuité donc du fait de l'habitude. Je prends un livre et je me mets à lire. Et ça, à un moment donné où les élèves parfois prennent de la distance par rapport à la lecture de romans, ou alors ils vont lire uniquement ce qui leur est demandé par leur enseignant dans le cadre du cours de français, etc. Le fait de pouvoir se poser dans un endroit qui va être calme, confortable, de prendre une BD un peu au hasard et de renouer, ou au moins de ne pas trop trancher avec cette question de la lecture plaisir, c'est quelque chose qui, à mon avis, est presque plus important que la BD de médiation de contenu, je pense. Est-ce que vous avez des techniques de Jedi pour amener les élèves à lire ? Parce que c'est bien beau de leur proposer une sélection, c'est bien beau de proposer une thématique différente. Mais est-ce que, par exemple, Marius, dans le rallye, est-ce qu'il y a des biais que tu utilises pour les amener à lire ? Des techniques de Jedi, je suis pas sûr à 150%. Maintenant, c'est vrai qu'on a un peu étudié la question et qu'on a des processus qui viennent les uns après les autres, justement pour faciliter peut-être l'accès à ces lectures. Et c'est vrai que parmi ceux-là, déjà, ne serait-ce que travailler autour du vocabulaire de la bande dessinée, être capable d'identifier les éléments qui la constituent, ceux qu'on va exploiter et ceux qui lui sont spécifiques. Déjà, rien que ça. Ça permet aux bénéficiaires, aux gamins de pouvoir déjà un petit peu plus évoluer plus facilement et savoir ce qu'il en est de chacun des éléments qui constituent la bande dessinée. C'est vrai avec le vocabulaire et c'est vrai avec des éléments un peu plus spécifiques comme par exemple les codes iconographiques, donc les éléments des petits éléments graphiques qui vont venir, genre des traits de vitesse, des onomatopées, des petites zones d'impact, tout ça. Ça, c'est des machins qu'on sait lire de manière innée, mais voilà, quand on les appuie, quand on les explicite, qu'on va vraiment les expliquer chacun, forcément, le lecteur, il va s'arrêter un peu plus sur l'image, il va l'analyser, il va faire oui, putain, ça fait lien avec ce qu'on a dit juste avant, et peut-être qu'il va y avoir une facilité de compréhension dans son analyse d'image. Donc ça, il y a plein de choses autour de ça, hein. La question des plans aussi, savoir nommer des plans, savoir à quoi ils correspondent, pourquoi on utilise plus ce plan-là qu'un autre. Il y a tout un tas de registres, je pense, sur lesquels on peut travailler en amont avec les élèves pour faciliter leur accès à la lecture. Ouais. Ce qui est trop bien en plus avec les codes iconographiques, c'est qu'on dirait un gros mot.
mais qu'en vrai, tous les élèves, ils les connaissent déjà. Parce qu'en fait, c'est ça. ils sont habitués, ils les ont dans leur pratique culturelle, parce que c'est des codes qu'on retrouve tout le temps, qui sont utilisés partout, dans les dessins animés, la pub, sur les réseaux. Du coup, en fait, ils ont limite un prérequis naturel à la bande dessinée. Et en fait, du coup, ce qui en fait une porte d'entrée hyper simple pour essayer l'objectif de les réconcilier avec la lecture et notamment le livre. Ouais, j'allais dire, t'as raison de fou, parce que en fait le truc c'est que derrière, c'est vrai que tu parles de ça à des gamins, mais en fait oui, ils se rendent compte tout de suite qu'ils connaissent, ils savent comment ça marche, donc tu leur poses des questions, ils ont les réponses, et en fait tu joues avec un bagage qu'ils ont déjà en tête, et forcément tu mets leurs connaissances en valeur, et derrière ils ont plus d'engouement pour le sujet. Ouais. Et en plus, quand on lit des BD, du coup qu'on découvre un peu un nouveau médium et tout, ça permet de valoriser la critique, construire une critique et argumenter, du coup ce qui permet de développer d'autres capacités. Genre, je sais pas toi Régis, ce que t'en penses de comment ensuite les aider à verbaliser s'ils ont aimé, pas aimé. Ce qui je me rends compte des fois dans les interventions, ils ont perdu un peu l'habitude de ça, d'argumenter. Je sais pas, parce que en fait c'est pas le même exercice. C'est-à-dire qu'il va y avoir la lecture plaisir dans lequel j'ai pas forcément envie d'analyser chacune des pages, chacune des planches. Et puis à un moment donné, il va y avoir une forme d'alphabétisation. C'est-à-dire que si je veux comprendre comment c'est fait, pour pouvoir le faire moi-même, pour pouvoir avoir un autre niveau d'appréciation donc de l'œuvre, eh bien il va falloir cette fois-ci rentrer dans les codes de l'image, dans les codes du texte. Hein. Mais je pense pas que ce soit le même objet en réalité. De même que je suis pas sûr que c'est le même objet comme tu le fais, donc de travailler, de faire de l'analyse ou bien de créer toi-même dans le travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir des connaissances multiples, on en parlera sûrement tout à l'heure par rapport à dérouler, mais la bande dessinée, c'est ce qu'il y a de plus complexe en général. C'est-à-dire que c'est assez proche du langage cinématographique, hein, mais avec une expression du temps qui est beaucoup plus complexe, hein, et un espace qui est beaucoup plus contraint. Et donc, derrière, quand on va rentrer dans l'analyse, la difficulté, c'est de pouvoir avoir un certain nombre de critères qui soient suffisamment limités pour ne pas saturer, finalement, cognitivement, les gens qui vont être en situation d'analyse des œuvres. Si on doit travailler en même temps, comme tu le disais, sur la question de la hiérarchie scalaire, c'est-à-dire l'échelle des plans et le sens qu'on va mettre derrière, si on doit analyser la couleur, le graphisme, la mise en planche, le découpage, la relation texte-image, est-ce que le texte est redondant, est-ce que le texte apporte un complément d'information, etc., etc. Toute cette complexité-là, à un moment donné, ça peut devenir aussi rébarbatif. Pour des élèves de cet âge-là, j'entends bien. C'est-à-dire que c'est à la fois, ça montre la complexité, mais je ne suis pas sûr que l'exercice soit de même nature que de favoriser la lecture. Alors absolument pas de même nature, mais c'est vrai que quand l'un découle de l'autre, c'est vraiment extraordinaire. Par exemple, moi je sais que dans le cadre du PRBD, où je vois des lycéens techniques pro et agricoles qui au début du projet ont un peu du mal à parler même de choses qu'ils aiment eux. Genre, par exemple, quand on leur demande pourquoi tu aimes cette série, ils n'y arrivent pas. Qu'on vient remplir leur boîte à outils de vocabulaire, de techniques, de choses comme ça, et que déjà, lors de la deuxième intervention ou lors du jeu de fin, ils arrivent à dire j'ai apprécié cette ellipse dans un livre, ou ce plan-là, genre j'ai aimé cette BD et tout. Bon, c'est gagnant-gagnant, quoi. C'est vraiment, ils ont lu une BD, ils ont appris du vocabulaire, ils peuvent en parler, c'est vraiment génial. Absolument, c'est complémentaire, mais c'est pareil dans tous les arts. Si on prend la musique, par exemple, de prendre plaisir à écouter un morceau de musique et de comprendre comment il est composé, ce sont deux plaisirs qui sont complémentaires. Et peut-être qu'on profite mieux de l'écoute une fois qu'on a ce bagage musical. Ça, j'y crois. Mais à un moment donné, si l'analyse précède le plaisir, on a aussi le risque de braquer un certain nombre donc, de lecteurs en disant si c'est aussi compliqué que ça, je peux plutôt aller jouer au foot, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la lecture ou sur le fait d'amener les élèves à lire, ou on va passer à la deuxième partie ? Notamment avec toi, Anne-Claire. Ça va être ton moment. C'est pas mon domaine de compétence. Avant que tu t'endormes. Non, on va passer à la pratique, en fait, qui est aussi en vrai une manière d'amener les élèves vers le livre, mais d'un chemin un peu plus détourné. Est-ce qu'on peut faire de la BD à l'école ? Oui. Oui. T'en penses quoi ?
c'est oui ou c'est non, comme tu veux. Oui, complètement, bien sûr. Même dès la maternelle en soi, enfin, je veux dire, il n'y a pas de... T'as déjà fait des ateliers en maternelle? Justement, je viens de commencer. Là, j'ai donné le premier atelier en maternelle, donc c'était pas forcément évident. Je pense qu'on avait des objectifs un tout petit peu au-dessus de ce qu'ils peuvent faire. Il faut vraiment beaucoup les accompagner. Et en fait, je me rends compte des capacités, par exemple, tout simplement, les cadrages, cadrer que sur un bout du corps humain, ils comprennent pas. Il faut représenter tout le bonhomme en entier. Il faut beaucoup les accompagner, mais juste leur faire comprendre un peu de narration sur 3-4 cases max. Déjà, ils arrivent quand même à avoir quelques notions et je pense qu'ils sont assez fiers de ce qu'ils apprennent grâce à ça. Donc, je trouve que c'est plutôt chouette la façon dont ça se passe. Trop bien. Ouais. C'est un public que j'ai encore jamais fait, j'ai trop hâte. Oui, ils sont très rigolos en tout cas. Marius, toi qui as l'habitude de faire de la bande dessinée aux élèves, explique-moi comment tu fais, comment tu t'y prends. Je pense que il y a faire de la bande dessinée aux élèves et pas leur faire croire qu'ils vont devenir auteurs en 5 séances, 5 séances de 2 heures. Je pense que Régis nous en parlera super bien, mais la manière dont on peut voir le truc aussi, c'est que effectivement, c'est un médium qui est extrêmement complexe et qui demande de connaître plein de choses. Donc du coup, il est nécessaire de jauger ces objectifs en fonction du niveau qu'on va avoir, en fonction des élèves avec lesquels on va travailler et surtout du temps qu'on va avoir avec eux. Parce qu'il y a énormément de prérogatives à avoir avant de commencer quoi que ce soit. En vrai, tu donnes la consigne de faire une bonne bande dessinée à n'importe quel élève, il va te prendre un crayon, il va te prendre une planche, il va commencer à faire de la bande dessinée. Bah non, ça va pas se passer comme ça, quoi. C'est sûr que tu fonces droit dans le mur. Et si t'as pas justement ces prérogatives et une visualisation plus globale du processus de création, en fait, tu vas t'exposer à énormément d'échecs, tu vas faire, ça va pas marcher, tu vas recommencer, ça va pas marcher, et puis qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te décourager, tu vas lâcher l'affaire, tu vas dire c'est pas pour moi. Alors que c'est comme toutes les matières, c'est que effectivement, il y a des prérequis, il y a tout un tas de choses à savoir avant de commencer à travailler. Et la liste est longue, mais je pense que je vais laisser Régis compléter ce sujet-là. Je sais que t'en sais pas mal. Disons, c'est vrai que l'enseignement, c'est un peu mon métier. Voilà. Donc, je voudrais commencer par citer De Crowley, quand il va dire que l'élève commence à apprendre quand le maître arrête d'enseigner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'il veut dire par là, c'est que si on va donner des éléments, faire un cours extrêmement savant, à un moment donné, les élèves vont écouter, puis ensuite ils nous écouteront plus, et puis ensuite ils vont s'occuper d'autres choses. S'ils sont au lycée, ils vont sortir leur téléphone malgré l'interdiction, et puis sinon, ils vont s'évader en pensée. On apprend dans la bande dessinée, comme dans beaucoup de choses, on apprend en pratiquant, en fait. C'est-à-dire que c'est en faisant les choses que les choses se construisent. Et donc, à un moment donné, on peut apporter donc des éléments théoriques, mais surtout, à un moment donné, c'est en fonction donc du projet dans lequel on va lancer les élèves qu'ils vont pouvoir se confronter aux problèmes. Et là, je pense que le médiateur qui va arriver pouvoir être un élément qui va les aider à résoudre le problème auquel ils se seront confrontés. Et ça, c'est inverser un peu le processus, c'est-à-dire que les élèves vont avoir un problème de bande dessinée, ils vont se mettre à dessiner. Ils ont des échecs ou des obstacles. La personne qui est là, l'adulte qui est là, va pouvoir les aider à résoudre les obstacles. Et ensuite, quand on fera l'analyse, ils vont voir comment les dessinateurs ou dessinatrices ont résolu les leurs de problèmes, parce qu'ils auront été confrontés à la même difficulté. Et ça, c'est très très important. Le fait de faire pratiquer, non seulement on peut le faire, mais je pense que c'est absolument essentiel pour les aider à comprendre ce que c'est qu'une bande dessinée, à comprendre quels sont les problèmes qui se posent aux auteurs et comment, par quelle connaissance ou faisceau d'éléments de connaissances, on arrive finalement à contourner l'obstacle et à enrichir un petit peu son dispositif plastique. Et tous les efforts qu'on va faire dans d'autres disciplines d'ailleurs, comme sur les arts plastiques, on dit qu'on apprend en faisant, et c'est en mettant les mains finalement, la main à la pâte, qu'on finalement on arrive à trouver des solutions et qu'on arrive surtout à voir les problèmes qui se posent. Et tant qu'on n'est pas contre le problème, on ne voit pas les problèmes, donc on ne voit pas la complexité des solutions qui sont apportées par les professionnels de la BD. C'est vrai qu'un des obstacles principaux quand on veut faire de la bande dessinée aux élèves, c'est le dessin, le fait d'essayer de les mettre à dessiner. Oui, mais c'est presque prendre le problème à l'envers. Parce que le problème face à la complexité, c'est ce qu'on disait, la bande dessinée, c'est extrêmement complexe. Il y a le problème du cadrage. Quel cadrage je prends, je ne vais pas reprendre, je l'ai déjà dit. Quel cadrage je choisis pour dire quoi, donc qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je ne montre pas, etc. Le problème, c'est qu'il y a trop de critères d'un coup, en fait. Moi, je me souviens d'une expérimentation qu'on avait menée avec un professeur stagiaire en art plastique, dans lequel on abordait la bande dessinée, mais donc ils avaient donc une histoire à raconter uniquement avec du
du papier à dessin noir qui représentait les cases. On n'avait que du noir et du blanc. Et le découpage, la taille des cases, leur orientation, leur nombre, devait montrer une action simple dans laquelle ça démarrait, c'était très calme, puis il y avait une scène rapide, plus violente, et à un moment donné, on arrivait sur un rétablissement. Et le simple fait qu'il n'y ait pas de figuration à l'intérieur des cases permettait comme ça, à un moment donné, de comprendre que le jeu finalement qu'on avait sur les espaces entre les cases, si elles étaient horizontales, si elles ne l'étaient pas, si elles se recouvraient, etc., était aussi un langage, en fait. Et la difficulté qu'on a parfois donc avec des scolaires, c'est de réussir à isoler suffisamment le paramètre pour qu'on puisse avoir un apprentissage efficace. C'est-à-dire que si on voit tout d'un coup la figuration, la mise en planche, etc., et on court le risque d'avoir apporté tellement de complexité que les élèves ne vont pas forcément retenir grand-chose. Si on voit d'abord un seul paramètre, comment j'organise mes cases pour raconter l'histoire, eh bien derrière, c'est quelque chose qu'on peut plus facilement remobiliser. Mais naturellement, ça peut faire naître une frustration. Donc ça, c'est vraiment des choix pédagogiques et ça nécessite aussi, si on veut aller un peu plus loin, plus de temps pour voir d'abord un critère, voyons le sens qu'on peut en tirer, puis un deuxième critère, etc. Et toi, Anne-Claire, en tant qu'autrice, comment tu fais pour essayer quand tu donnes un atelier dans un milieu scolaire, comment tu fais pour essayer de gérer cette frustration dont Régis parlait auprès des élèves ? Je ne sais pas s'ils sont forcément dans la frustration, mais en tout cas, moi, ce que je remarque, c'est que généralement, quand je suis dans la partie théorique, la capacité d'intention finit par descendre très rapidement quand même. Donc je pense que c'est important de présenter le métier, de voir des originaux, j'amène toujours mon book, des choses comme ça, d'expliquer un peu les étapes de création, par exemple. Mais il faut pas que je fais pas plus de 20 minutes, parce que je trouve que sinon, ça reste extérieur à eux, en fait. Ils ne font qu'observer ce que quelqu'un d'autre fait. Et en fait, pour qu'ils s'approprient vraiment la chose, il faut vraiment qu'ils dessinent. Déjà, c'est beaucoup plus ludique. On sent qu'ils sont beaucoup plus concentrés, qu'ils sont investis, ils ont envie d'essayer du coup, parce que je pense que ça donne l'envie de tester par eux-mêmes et du coup je pense que c'est important de jauger. Et en effet, j'ai remarqué aussi au début que j'avais tendance à donner 15 consignes à la suite en expliquant toutes les étapes qu'ils allaient faire. Ça va dire retenez rien du tout et du coup je me suis bien rendu compte maintenant qu'il fallait que je dise alors première étape on fait du scénar, voilà, vous commencez juste une petite histoire en quelques lignes et après et à chaque fois je reviens sur la théorie, j'essaie d'alterner à chaque fois pratique théorie. Enfin ça dépend après de si c'est de l'initiation ou si j'ai 4 séances derrière moi, mais voilà, c'est sûr qu'en effet, il ne faut pas donner trop d'informations d'un coup, quoi. Et il y a tellement de choses à savoir. Moi, je trouve que c'est presque plus, peut-être pas pour eux, mais pour moi, c'est presque plus frustrant parce que je voudrais leur dire 15 000 trucs. Et du coup, il faut trier, quoi, à un moment donné. Ouais, carrément. Je rebondis sur ce que vous venez de dire tous les deux. Effectivement, je pense que, et surtout sur la question que tu avais posée initialement, le point du dessin, parce que c'est vrai que en intervenant très très régulièrement dans des classes, en leur disant vous allez faire de la bande dessinée, la première frayeur vraiment elle est au niveau du dessin. C'est les premiers trucs que je fais. Bah non, ce que j'entends c'est bah non, c'est mort. Moi je sais pas dessiner. Et de la même manière, effectivement, il est important de faire du dessin un point isolé. Et je pense que vraiment c'est un sujet en soi-même. Vu que c'est le sujet qui pose le plus de préoccupations, c'est vrai quand on a le temps de le faire, parce que c'est toujours une question de temps, d'argent, puisque plus il y a d'interventions, plus ça va coûter cher. Donc forcément, c'est toujours une question liée à ces deux points-là. Mais si on a le temps de le faire, c'est super important de dédier une séance, je trouve, complètement à ce sujet-là. Et on va prouver, on va déconstruire la notion de dessin. On va dire, voilà, bah écoutez, le dessin, déjà en bande dessinée, il y a une vérité, un truc à savoir. Ce ne sont pas les meilleurs dessinateurs qui vont faire les meilleures bandes dessinées. Il y a bien d'autres choses à savoir avant ça. Et si vous êtes en galère avec le dessin, en fait, le dessin, c'est pas effectivement un point divin qui vous tombe dessus ou pas. C'est un processus de création comme toutes les autres matières. Et ouais, nous, ce qu'on fait dans nos projets, c'est que généralement, on va essayer de proposer une manière de construire, une manière simple de construire des personnages et surtout de les mettre en animation. Et simplement, avec cette petite technique-là, on va avoir des élèves qui vont se rendre compte que, ah ouais, c'est peut-être pas le plus beau personnage de l'histoire de l'humanité, c'est peut-être pas comparable avec du travail de professionnel, mais j'ai un truc qui est compréhensible, je sais ce que mon personnage est en train de faire et je sais que si je le propose à un lecteur, il va être capable de comprendre l'action que j'ai décidé de représenter. Et déjà, en atteignant cet objectif-là, on peut décomplexer un petit peu ce rapport au dessin et on a retiré une première épine. Il en reste des milliers derrière, mais on a retiré la première épine. Oui, donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut du temps pour faire de la bande dessinée, toujours, et que pour faire de la bande dessinée, il faut faire de la bande dessinée. Et que, en fait, au final, l'imagination et les meilleures histoires naissent un peu des contraintes et aussi de nos difficultés, tu vois.
de trouver des solutions sur je n'arrive pas à dessiner ce dragon, trouver une solution pour parce qu'en plus la BD permet de faire ça. Est-ce que vous avez des projets que vous avez menés qui vous ont particulièrement marqué ou eu des retours de bénéficiaires de projets ou est-ce que tu as lancé des futurs auteurs? Est-ce que tu as développé des passions chez des gens? Ou Marius, est-ce que après ton passage, il y a des gens qui se sont dit... Mais Anne-Claire d'abord. Justement, comme tu disais à l'autre webinaire, c'est qu'on n'a pas forcément le retour après la continuité. On ne sait pas ce que les gens deviennent après ça. On ne sait pas quel impact on a eu pour eux. Donc ça, c'est un peu, pour le coup, frustrant pour nous. Mais en tout cas, moi, c'est plus dans le cadre, comme je disais, plutôt social, où là, pour le coup, je vais voir un petit peu le fait qu'ils gagnent en confiance en eux, le fait qu'ils soient fiers de ce qu'ils ont réalisé, le fait qu'ils ont l'impression d'avoir réussi quelque chose qu'ils auraient été incapables de faire. C'est là où je trouve qu'il y a une petite victoire quand même, où on sent que ça a été foncièrement utile. Et donc moi, c'est plus ces ateliers-là, généralement, c'est plutôt dans le cadre social où il y a des enfants ou des adultes parfois aussi qui ont des grosses difficultés. Et quand je vois qu'ils ont pu passer un cap et qu'ils ont pu à réussir quelque chose qu'ils ne pensaient pas être capables, là, je pense que c'est plutôt des bons souvenirs. Donc c'est plutôt ce genre d'atelier-là. Oui, le permettre de développer la confiance en soi, en fait, c'est génial par le biais du dessin et de quelque chose qu'on avait l'impression de ne pas pouvoir faire et qu'on arrive à faire à la fin. Et en plus, repartir, un des gros avantages de la bande dessinée, c'est de repartir avec un objet, avec quelque chose de physique dans les mains. Marius, toi, est-ce que tu as un exemple d'atelier, de quelque chose Ouais, je me souviens avoir bossé, ça va un peu dans ton sens, hein, je me souviens avoir bossé, il y a des trucs qui vous marquent plus que d'autres dans des ateliers, mais j'ai bossé avec le Pôle emploi, avec des jeunes justement qui étaient un peu paumés en termes d'orientation professionnelle et compagnie, et c'est vrai qu'on leur a proposé un projet, alors que eux sont un projet bande dessinée, j'entends, alors que eux sont en train de chercher du boulot. Bon forcément, on t'arrive avec ça, comprennent pas trop ce qu'il en est. On s'est dit on va cibler ce projet-là et justement on va essayer. On a du temps justement, là on avait beaucoup de temps. On avait des journées entières à consacrer au sujet et on leur a proposé d'écrire justement sur eux et sur leur capacité. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant sur vous, votre rapport au monde du travail. Et c'est vrai qu'on est parti. Même moi sur les premières séances, je me suis dit waouh, ça va être complexe parce que j'en ai pas qui dessinent. Ils savent pas trop comment. Enfin ils ont pas trop de rapport privilégié avec la bande dessinée. Et au final, le temps qu'on a passé dessus à tout déconstruire, à tout aborder autour de la bande dessinée, et ça a marché. Ils ont marché, ils ont fonctionné en équipe. Donc il y avait des petits groupes comme ça qui se nourrissaient les uns les autres, et on a réussi vraiment à créer des bandes dessinées. Il y a eu 3 groupes, il y a eu 3 bandes dessinées, et on a réussi à créer un livret. Tu parlais d'objets de restitution, ça c'est génial parce qu'effectivement ils ont créé cet objet et ils ont développé des compétences de travailler en équipe, des vraies choses qui avaient un rapport avec leur formation, et ils ont cet objectif final qui finalement peut aussi leur servir auprès d'un employeur, parce que en fait ça veut dire que j'ai été capable d'assimiler une méthodologie, de faire preuve de travail, de capacité de travail en équipe, et j'ai un objet final là-dessus. Moi j'ai fait ça dessus, et c'est vrai que la satisfaction que tu as d'avoir emmené un public qui n'était pas du tout prédisposé à la question vers cet objectif-là, il est extrêmement satisfaisant quand même. C'est cool. Tu parles de compétences ? Je parle de compétences. Est-ce que, Régis, par exemple, tu peux nous dire, selon toi, quelle compétence permet de développer l'apprentissage de la bande dessinée ? Ça dépend du projet. Il faut bien comprendre que normalement, quand on a un projet partenarial et qu'on fait intervenir donc des professionnels de la bande dessinée, ça rentre dans un projet qui est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'il va y avoir un enseignant, donc ça va être le projet de faire venir quelqu'un et qui va regarder dans sa propre discipline quelles sont les compétences qu'il souhaite viser. Et normalement, quand ça se passe bien, il y a une préparation avec un intervenant extérieur pour qu'on se mette d'accord sur les compétences qu'on va viser. Est-ce que ce seront des compétences narratives, d'écriture ? Est-ce que ce sont des compétences psychosociales dans le travail en projet, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a 3 temps dans ce type d'approche. Il y a le temps de préparation avec les élèves. Il ne faut pas naturellement que... Et ça, on l'enseigne à nous, tu le fais toi-même, on l'enseigne donc à nos étudiants qui vont devenir enseignants. C'est qu'il y a le temps de préparation du projet avec les élèves, le temps où on va vivre la rencontre, et le temps d'exploitation de ce qui va être fait. Ce qui fait qu'il y a parfois peu de temps qui vont se passer
travailler pour des raisons de coût, comme tu l'as dit, avec le professionnel, mais c'est dans le cadre toujours d'un projet pédagogique qui va être plus ample, dans lequel les compétences, puisque c'est le cas, vont être anticipées par l'enseignant et dans lequel lui, une fois que naturellement le professionnel est parti, va continuer le travail et finira par donc évaluer les compétences visées. Bien. Mais ça, naturellement, très souvent, ça va échapper au professionnel qui vient. Quand moi j'interviens en lycée pour mon travail de roman, etc., je me considère comme un moyen pédagogique. C'est-à-dire que je ne suis pas le professeur de ces élèves-là. Ils vont me voir et on verra tout à l'heure à quoi ça sert que nous nous déplacions pour aller à leur rencontre. Mais a priori, je n'ai pas à connaître les compétences que vise l'enseignant. C'est pas mon problème et c'est pas moi qui vais préparer cette rencontre et c'est pas moi qui vais l'exploiter. Par contre, c'est le problème de l'enseignant que de voir comment, par rapport à ses contenus d'enseignement et par rapport aux compétences visées dans les programmes, il va avoir besoin d'un moyen pédagogique qui va être un auteur qui va venir. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre dans ce processus-là, parce que quand on va avoir donc des professionnels de la culture qui viennent à une classe, c'est pas eux le prof. C'est quand je fais venir un professionnel dans ma classe à l'université, c'est moi le prof. Et donc à partir de ce moment-là, ça va rentrer dans un processus pédagogique qui est beaucoup plus long que le temps de la rencontre. Et ça, c'est dans l'idéal, bien entendu. C'est dans l'idéal. Il peut arriver naturellement que ce soit pas aussi idyllique et que ce schéma-là ne soit pas respecté. Mais alors, et pour répondre à la question de tout à l'heure, on ne sait jamais quand on va avoir ce type de rencontre ce qu'on sème. C'est-à-dire qu'on va avoir à un moment donné, dans le cadre scolaire, on va faire venir donc des acteurs de culture. On va avoir en face de nous un certain nombre d'élèves, une diversité d'élèves et d'approches. Et on peut très bien avoir des gens qui ne vont pas se manifester et qui, plusieurs années après, reviendraient nous voir en nous disant je me souviens, vous êtes venu me voir et j'en ai fait ça. Voilà. Et ça, c'est toujours la complexité. C'est pas parce qu'on a des élèves qui vont arriver avec leur Mickey, Mickey façon manga, à la fin, et peut-être qu'ils ne feront rien dans le plan de la culture de significatif, et peut-être quelqu'un qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas entendu, qui ne s'est pas manifesté, on aura déclenché quelque chose en termes d'imaginaire qui va ressurgir plus tard. Et on ne sait pas. C'est le propre du temps de l'éducation, de ne pas savoir forcément qui on touche et comment on le touche. Et donc, il faut à un moment donné vraiment considérer ces rencontres-là de cette manière, c'est qu'on va semer des choses, et puis ensuite on verra. On verra. Il faut être modeste par rapport à ça. Et quand on voit en termes de compétences, il y a bien sûr des compétences scolaires qui sont soit psychosociales, soit de contenu qu'on va pouvoir, pas nous, que les professeurs qui nous font venir vont pouvoir évaluer un temps donné quand le temps de l'évaluation sera venu. Mais il va y avoir derrière ça d'autres choses que nous allons semer sur lesquelles on ne peut pas forcément complètement anticiper dessus. Quelle rencontre a fait que nous sommes devenus des acteurs de culture ? Je ne sais pas. Pour vous. Voilà. Vaste question. Merci beaucoup et tu m'offres une transition toute trouvée. On a parlé de la lecture, on a parlé de mettre les élèves en tant qu'artistes dans la peau d'un auteur, mais maintenant on va parler de la rencontre. Et c'est là que tu interviens. Selon toi, Anne-Claire, c'est quoi les bénéfices pour un élève de rencontrer une autrice de bande dessinée ? Alors je pense que déjà c'est pour mieux cerner un petit peu le travail que ça représente une bande dessinée. Si tant est qu'ils soient déjà lecteurs, déjà ça leur permettra de mieux comprendre ce qu'ils lisent, le travail que ça représente derrière. Et je pense qu'en fait on peut créer un lien plus personnel en fait avec une création, même dans n'importe quel type d'études en fait. Quand on étudie l'art, quand on étudie l'archéologie ou des choses comme ça, on comprend mieux ce qu'il y a dans les musées. On est fier de savoir ce qu'on connaît. Du coup on arrive à créer un lien plus intime et plus personnel avec l'objet. Et je pense que la bande dessinée c'est pareil aussi. Du coup ils peuvent savoir exactement comment ça a été construit. Et ensuite, ça peut aussi donner des vocations, parce que moi, personnellement, ces métiers-là, je ne connaissais pas forcément quand j'étais jeune. J'ai jamais eu d'atelier comme ça. J'ai découvert très tardivement que c'était vraiment de vrais métiers. Donc, ça peut déclencher des vocations. Et puis, ça peut donner peut-être le goût de la lecture également, parce que, en effet, moi, je montre mes BD, mais des fois, je ramène aussi des BD, on en parle, quand vous en parliez au début, moi, j'apporte des BD sans texte, des fois, notamment de la Gouttière. Et parce que des fois, quand je suis face à des enfants de foyer ou quoi, qui ont des difficultés de lecture, je pense que ça peut faire une bonne
bonne porte d'entrée. Donc en effet, il y a énormément de bénéfices pour eux. Et après, il y a toutes les compétences développées par le biais de savoir créer une narration, de pouvoir aussi, je trouve, libérer son imaginaire en fait. Et peut-être parler des fois de sujets un peu perso. Par exemple, des fois, j'avais abordé la question de mon plus beau rêve. Alors forcément, tout le monde y allait de son histoire personnelle, qui est généralement plutôt positive. Et en fait, ça permet des fois d'exprimer des choses très touchantes. Donc moi, j'aime bien ça, l'expression personnelle et la confiance en soi toujours, parce que moi, c'est un côté art-thérapie dans tout ce que je fais. Et voilà, c'est un peu cette idée-là. Mais oui, effectivement, développer la confiance en soi, c'est un peu la base de la base en vrai. Régis ? Dans la question de la rencontre est importante parce que et en plus sur le plan institutionnel elle est valorisée dans le cadre du PESC donc en France puisque c'est un projet européen en France on a ce qu'on appelle les parcours au sein donc de l'enseignement et on a donc le parcours éducatif, artistique et culturel. Ce parcours repose sur 3 socles, 3 piliers qui vont être rencontrés, pratiqués et connaître. Voilà. La question de la pratique, on l'a vu tout à l'heure, c'est pratiquer pour comprendre. Si je ne pratique pas, je ne verrai jamais les difficultés qui s'opposent à moi et donc je ne comprendrai pas comment d'autres ont réussi à contourner ces difficultés-là. Connaître, c'est la lecture qui va l'amener, la connaissance, etc. Mais la rencontre est fondatrice. Elle est fondatrice parce que tout simplement, pour 99,9% des enfants qu'on va rencontrer, autour d'eux, il n'y a pas d'artiste. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il y avait des gens très bien dans l'entourage de mes parents quand j'étais gamin. Il y avait des gens qui travaillaient dans le commerce, des ingénieurs, des gens qui travaillaient dans le bâtiment. Il y avait des gens de toute une diversité, mais il n'y avait pas de metteur en scène, il n'y avait pas de dessinateur, il n'y avait pas de chanteur, il n'y avait pas d'acteur, il n'y avait pas de conservateur de musée, il n'y avait rien de tout ça. Ça n'existait pas. Et la difficulté, c'est que c'est pareil aussi pour la quasi-totalité des élèves que vous avez en face de vous quand vous êtes dans une classe. Et de ce fait, il y a un problème de transfert qui va s'établir. C'était un peu dit dans une autre table ronde tout à l'heure. C'est que quand on va leur montrer un poète, en général, il est mort. Quand on va montrer un acteur, il est mort. Un chanteur, il est mort. On va leur faire lire Victor Hugo, il est mort. Et en gros, on leur fait traverser un grand cimetière culturel. Et c'est extrêmement difficile de s'imaginer artiste sans s'imaginer mort. Or, c'est pas extrêmement optimisant quand on est un enfant de 12 ans. Et derrière ça, ils voient d'autres artistes, bien sûr. Ils vont en voir sur les réseaux sociaux, ils vont en voir à la télé, mais ce ne sont pas des gens, ce sont des pixels. Et à un moment donné, ils ne peuvent pas non plus, que ce soit pour des morts ou des pixels, c'est difficile de s'identifier. Or, à un moment donné, donc, dans le PEAC, chaque année, depuis la petite section de maternelle jusqu'au lycée, on va en gros favoriser le fait chaque année de rencontrer un acteur de culture. Ça va être une illustratrice, ça va être un circassien, ça va être un photographe, ça va être je sais pas quoi, chaque année. Et pourquoi ? Parce que dans l'esprit d'un gamin ou d'une gamine qui va être à l'école, il va se dire, cette dame-là qui vient faire de la danse avec nous, elle a l'air épanouie, elle a l'air d'en vivre, pourquoi pas moi ? Et cette question du transfert du pourquoi pas moi, c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel dans le fait de rencontrer des acteurs de culture tout le long de sa scolarité, dans le cadre du PEC ou dans d'autres cadres. Et finalement, ce qu'on fait, le hasard qui nous a menés parfois vers ces métiers-là, il peut être conduit, il peut être guidé par l'école également. Donc si on arrive à montrer dans les rencontres avec les scolaires finalement un certain nombre d'acteurs de culture, si on arrive à les faire rencontrer les élèves, discuter avec eux, on va au théâtre. Un exemple simple, on va au théâtre puisqu'on est ici dans un théâtre. Il faut rencontrer les acteurs après le spectacle. Comme ça a été dit tout à l'heure, ça permet de voir la dame qui était habillée avec sa grande robe et puis qui chantait, qui jouait tout ça. Ce n'est pas qu'une image. C'est aussi quelqu'un qui, en sortant, va faire ses courses comme maman, etc. Et derrière ça signifie que plus tard, quand je serai une maman, je pourrais peut-être aussi être actrice. Vous voyez ? Et la question du transfert possible par la rencontre, c'est quelque chose qui n'est pas remplaçable, d'aucune manière que ce soit. Voyez. Et donc, quand on y va pour ce qu'on va faire avec les élèves, on y va aussi pour ce que nous sommes, pour favoriser un possible transfert vers des activités culturelles à l'âge adulte ou à l'adolescence. Et ça, j'y crois fortement. Effectivement, aujourd'hui, dans l'éducation nationale, il y a ces parcours qui permettent de rencontrer des artistes de plus en plus tôt et tout au long de la scolarité. Mais par exemple, je sais que au sein de l'association On a marché sur la bulle, on va souvent à la rencontre d'élèves qui n'ont jamais rencontré personne, qui sont aussi un peu souvent en décrochage avec la lecture. Et en fait, on s'est aussi rendu compte, malheureusement, que rencontrer un auteur ou une autrice, pour certains d'entre eux, c'était pas un moment magique. Que la simple fait qu'il soit dans cette pièce ne soit pas magique, mais que du coup
préparer une rencontre, mais du coup, ce qui revient à définir un projet, définir des objectifs, le construire. Genre, juste mettre un auteur devant une classe ne suffit pas. Je vais répondre simplement, on n'en sait rien. On n'en sait rien parce que c'est pas forcément tout de suite que ça va marcher. C'est-à-dire que des gens vont venir, il va y avoir un échange, il va y avoir un travail qui va être en commun, et ça peut être plus tard qu'on va se souvenir que. Voilà, on va se souvenir que. Et et c'est pareil pour ce type de rencontre par rapport au domaine culturel que dans d'autres enseignements qu'on va pouvoir avoir au quotidien avec une classe. C'est-à-dire que on a un champ en face de soi, on sème plein de choses, et puis ce qui va germer, ma foi, souvent c'est pas une seule, ça peut être une seule rencontre, hein, ça peut être une rencontre qui va se croiser avec une autre, qui va fabriquer quelque chose. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des enfants, en fait, et des élèves. Et derrière, moi, je pense que l'idée, c'est de donner une richesse maximale pour permettre, justement, d'avoir un terreau suffisamment fertile pour permettre, justement, les émergences des qualités et des désirs individuels. Si on a un enseignement qui est pauvre, qui est sec, qui est uniquement par rapport aux notions du programme et qu'on n'a pas d'ouverture, qu'on ne sort pas, qu'on n'accueille pas, qu'on ne vit pas des choses, on fabrique une forme de stérilité. Et enrichir, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et qui est dans la mesure du possible, parce qu'il y a aussi des contenus notionnels qu'il faut avoir, il y a aussi des limitations financières, hein, comme ce que vous disiez, l'un et l'autre, mais au-delà de ça, je pense que au moins par le biais des parcours et par le biais donc de cette prise de conscience du monde enseignant, je pense que c'est quelque chose qui commence aussi à se faire. Hein. Mais c'est fondamental, ça ne suffit pas bien sûr, hein, mais si ça n'existe pas, rien n'est semé. Alors je suis 100% d'accord qu'il faut mieux faire que rien faire, mais que préparer des rencontres, ça reste quand même un peu important. N'est-ce pas, Marius? Ouais. Non, mais c'est vrai que concrètement, nous, en fait, c'est vrai qu'au département éducatif, il y a énormément de projets dans lesquels on met une intervention auteur dans le projet. Parce que voilà, on va avoir 4-5 séances qui vont être gérées par un médiateur, mais on juge quand même primordial que dans tout ce qu'ils vont apprendre, il y ait cette rencontre, c'est en vrai de vrai. Et alors, je pense que là où tu veux en venir, effectivement, c'est la préparation de la rencontre. On sait très bien ce que ça donne. En fait, on les a vus sous toutes les couleurs, ces rencontres-là. Tu as des classes qui vont vraiment bosser cette rencontre dans le sens où les enseignants vont faire un travail individuel avec chacun des gamins en allant dire, voilà, t'as vu tout ce qu'on a vu déjà au préalable avec tel médiateur sur le sujet, on a déjà creusé un petit peu. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des questions que tu as pour prolonger justement l'enseignement que nous on a pu apporter en premier lieu et qu'on pourrait poser à cet auteur-là maintenant qu'il est là, et c'est vrai que ces enseignants qui vont faire l'effort d'aller creuser un peu le terrain avec leurs élèves, souvent ça va faire des interventions et des rencontres qui vont être plus construites, qui vont être plus nourries, parce qu'on n'est pas forcément tous les auteurs, toutes les autrices n'ont pas forcément l'aisance que toi tu peux avoir sur des rencontres. Il y en a qui forcément, puis qui vont arriver, qui vont pas avoir un speech de 2 heures ou des activités à proposer dans tous les sens, ce qui est normal aussi. Et c'est vrai que le fait que les classes aient préparé un petit peu en amont, ça va prêter main forte. C'est vrai, ça change vraiment la donne, je trouve, parce que moi, des fois, je suis arrivée dans des classes. En fait, quand ils sont prêts de moi préparer en amont, quand ils connaissent un peu mon travail, du coup, ils ont quand même pas mal de questions à poser. Même si des fois, c'est un peu quand c'est des collégiens, ils sont très timides, donc généralement, ils ont écrit leurs questions, c'est un par un, tout ça. Quand c'est les primaires, ils ont 15 milliards de questions en même temps. Et du coup, c'est hyper dynamique. Et puis, même pour moi, j'ai pas l'impression de faire un speech comme ça devant des gens que ça intéresse pas. Je trouve que je me sens beaucoup plus à l'aise. Et eux aussi, je pense qu'ils s'approprient mieux la chose. Et ouais, ça change vraiment la donne, la préparation avec l'enseignant, quoi. Et des fois, je trouve que c'est pas si souvent fait. Je dirais que peut-être la moitié du temps, des fois, j'arrive devant des classes qui peut-être ne savent même pas trop ce qui va se passer, quoi. Donc, on rame un peu plus, mais bon, voilà. Merci beaucoup. Ça fait déjà 46 minutes qu'on parle. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le sujet? Est-ce que vous voulez détailler un point qu'on aurait oublié de détailler? Non, je voudrais juste me répéter un petit peu et insister sur le fait que dans le processus pédagogique qui va encadrer la venue donc d'un auteur ou d'une autrice, il faudrait vraiment en amont avoir un vrai dialogue avec les enseignants qui vous accueillent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la difficulté, c'est que si je prends pour le premier degré, par exemple, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui ont énormément de corrections, énormément de préparation, puisque chaque leçon qu'ils vont préparer ne sera faite qu'une fois dans l'année. Ce qui fait qu'à un moment donné, ils vont vous accueillir, ils peuvent avoir plein de bonne volonté, mais
mais ils vont parfois vous accueillir dans l'urgence. Dans l'urgence, qui est une donnée fondamentale de leur métier. Et derrière, parfois c'est très bien fait, parfois ils auraient voulu, mais ils n'ont pas pu. Et je pense que quand on va intervenir en tant que médiation, il faut aussi prendre le temps de prendre contact en disant quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous attendez de moi. Et à un moment donné, c'est très important parce que peut-être qu'on fera à peu près la même chose. Moi, quand je suis intervenu et que c'était préparé, là, je vais encore intervenir dans le cadre de classe à Beauvais, à Lens, dans les antennes de l'INSPE, donc de l'université. Mais je demande aux collègues qui préparent le travail. Sinon, je me déplace pour rien. Sinon, autant que je fasse une vidéo et puis que je le renvoie. Je perds mon temps. Donc, il faut qu'ils préparent le travail pour que les étudiants que je vais rencontrer puissent avoir au moins une idée de ce que je fais. C'est ce que tu disais, Anne-Claire. Qu'ils aient réfléchi pour savoir quels sont ce qu'ils auraient voulu savoir sur le milieu de l'édition et l'écriture, et puis sur lesquels ils n'ont pas pu avoir pour l'instant de réponse, de manière à ce que j'ai prévu de dire vienne d'eux, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut que ça devienne un dialogue, même si de toute façon, j'aurais dit à peu près la même chose. Quand je suis arrivé et que ce travail, je n'avais pas eu de réponse à mes demandes de préparation en commun, etc., rien n'a été fait, et donc ça devient pratiquement un cours magistral, ce qui fait que ça ne joue pas son rôle, en fait. Ça ne joue pas son rôle de dialogue et de mise en présence d'un auteur ou d'une autrice qui sont des êtres humains comme eux, et le transfert est plus difficile à réaliser. On redevient pratiquement des gens de pixels, en fait, même si on est présent. Et ça, je pense que si on a d'un travail à faire, c'est de bien expliquer aux enseignants qui vont nous accueillir que notre présence entre dans un processus de leçon, un processus pédagogique qui nécessite préparation et exploitation. Voilà. Parfois, c'est mal compris peut-être. Merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des questions ? J'avais une question sur la restitution après coup. C'est-à-dire que là, vous avez beaucoup parlé de ce qui se passe avant, c'est-à-dire de la préparation, etc. Mais on le voit aussi quand on fait des workshops avec les étudiants de bande dessinée, c'est des fois un peu la même chose. Tout ne se finalise pas dans le temps où vous êtes là. Est-ce qu'après, il y a la possibilité de passer par l'impression, par exemple, de l'impression des planches, de l'exposition des planches, peut-être dans l'établissement qui vous accueille? Est-ce qu'il y a un lieu d'exposition? Est-ce qu'il y a aussi une manière de faire vivre après l'atelier ce qui a été fait pendant l'atelier? Oui, justement, en fait, on en a parlé dans le premier webinaire, et c'est vrai que c'est hyper important, je trouve, la valorisation du travail en fait pour les élèves, parce que du coup, pour eux, donc s'ils sont exposés, ça peut être bien d'avoir des expositions dans l'établissement. Après, ça peut être même en extérieur, si on trouve des structures partenaires, par exemple. Et également, ça peut être des fanzines. Pour le coup, on en avait fait avec le collège. Je me souviens plus du nom, à Doulan. Du coup, on avait pu carrément intégrer. Ils avaient fait le scénario. Du coup, j'avais fait les planches. On a pu l'intégrer dans une revue. Donc, il y a plein de possibilités comme ça pour le mettre en valeur. Et je pense que c'est aussi le rôle parfois des enseignants de faire ça. Enfin, moi, en tout cas, je leur donne des fois des pistes, parce que comme je suis pas là tout du long, qu'ils n'ont pas le temps de terminer, je leur dis là, on a fait plein de portraits, par exemple. Je leur dis là, ça vaudrait le coup de les mettre tous ensemble, peut-être de faire telle et telle étape, et puis voilà, de laisser de les guider là-dessus, quoi. Voilà. Marius, est-ce que tu as des exemples de restitution Ouais, c'est vrai qu'on en fait pas mal dans le cadre de nos projets aussi. Ça peut partir sur pas mal de fronts, en fait, une restitution. On va avoir des restitutions où on va pas avoir forcément beaucoup de moyens à disposition. Je pense aux rallyes bande dessinée qu'on fait. Nous, dans le cadre des rallyes, je leur fais créer des strips et simplement, voilà, on fait une restitution simplement basique au CDI. Voilà, ça peut être juste cette forme-là. Et ça, c'est déjà cool parce que déjà, il y a du passage au CDI, on expose son travail, il est mis en valeur. Voilà, on part de cette... C'est le niveau peut-être le plus simple qu'on puisse faire. Après, je pense aussi à l'école de la bande dessinée. L'école de la bande dessinée, là, vraiment, pour le coup, on fait l'effort de réaliser un véritable livret. Il y a un vrai travail d'édition autour d'un livret où il va y avoir toutes les restitutions des travaux des lycéens. Donc là, c'est vraiment chaque lycéen fait une ou plusieurs planches dans ses projets. On a un livret qui est imprimé de manière qualitative avec les budgets qu'on a, mais voilà, au mieux. Et moi aussi, en dernier exemple, là, c'est un truc que j'ai construit au fur et à mesure, et j'ai vu l'intérêt que ça portait chez les étudiants. Là, je parle vraiment d'un atelier que je mène à l'année à l'université de Lille, où voilà, mon objectif à la base, c'était simplement de les emmener vers une création de planche de bande dessinée. Et puis, en fait, au fur et à mesure des années, je me suis aperçu que c'était
on pouvait aller plus loin. On pouvait aller plus loin avec eux. Et du coup, on a toujours cet objectif de créer une ou plusieurs planches avec ces étudiants-là, mais on les emmène jusqu'à créer leur propre exposition. C'est-à-dire qu'ils vont prendre en main l'exposition de A à Z. Je leur file la com à gérer. Donc, ils ont une com, ils doivent créer une affiche. Ils ont une thématique commune au niveau des planches. Ils vont aller chercher un lieu d'exposition. Ils vont communiquer autour de ces lieux d'exposition. Ils vont apprendre à encadrer. Ils vont encadrer leurs trucs. Ils vont tout exposer. Ils vont avoir un vernissage. Ils vont devoir présenter leurs travaux. Et là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment un truc. Pour moi, là, j'atteins un truc. C'est assez simple, mais c'est hyper satisfaisant. Et pour eux, et pour moi aussi en tant qu'intervenant, je me dis waouh, on a réussi à aller jusque là. Et ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Bon, en termes de restitution, j'ai pas tellement travaillé sur la BD, mais plutôt sur le roman, sur la nouvelle, parce que le gros de ma production, c'est une production de ce type. Et à chaque fois, on est arrivé à faire donc des recueils de nouvelles. Alors, en même temps, c'est intéressant parce que ça permet pour les élèves de se rendre compte de ce que c'est qu'un livre. Il va falloir l'imprimer. Pour l'imprimer, donc, on se renseigne auprès donc de l'entreprise qui va le faire en numérique. En dessous d'un certain nombre de pages, on va être sur une agrafe. Ensuite, au-dessus de là d'un certain nombre de pages, on sera en dos carré collé. C'est pas le même budget. Quel est le budget qui a été consacré, qui peut être consacré au niveau de l'établissement pour cette mesure-là? Donc quel choix on va faire? Ça, c'est intéressant parce que ça les initie en même temps au processus éditorial. Parce que écrire, c'est bien, mais écrire, ça fait pas tout le livre, en fait. Il y a tout un processus. Et ça permet aussi, transversalement, de les faire travailler en projet, avec des contraintes qui sont des contraintes réelles. Et quand on va avoir donc une destination pour sa production littéraire, qu'elle soit liée à la BD ou à la production plutôt en texte, eh bien, ça donne aussi une réalité par le contexte qui va d'une certaine manière mieux valider l'expérience, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour la question. Merci à vous trois d'avoir participé à cette vidéo. Merci Régis, merci Anne-Claire, merci Marius. Merci aux faquins et plus précisément à Pierre, Cécilien et Lewen. Merci au public. Merci à la Comédie de Picardie de nous avoir prêté ce magnifique lieu. Merci à vous de nous avoir écoutés et regardés et lisez de la bande dessinée.